Alors, au fond, dans l'histoire, ce qu'on va vous présenter, c'est le début, vraiment, là, des écoles nouvelles au Québec et la première école vraiment dite alternative. Alors, quand on aura fait ce tour-là, on pourra aller dîner, puis après ça, on poursuivra cet après-midi. Alors, la Révolution tranquille, ce qu'on appelle généralement la Révolution tranquille, c'est pour le Québec l'époque la plus riche jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on aura une deuxième révolution, qui sait. Mais aussi l'époque la plus perturbée et la plus prometteuse. C'était le temps de tous les possibles à l'époque, cette époque-là. Et ce que les sociologues, en tout cas, semblent dire de cette époque-là, c'est qu'on a comblé notre retard historique. On est passé, disait McLuhan, du 17e siècle au 21e. Et il y a un avantage à un retard historique, même si se sentir retardé, ce n'est pas très agréable à sentir. Mais les avantages du retard historique, c'est que quand vous le comblez, ce retard-là, vous le comblez plus rapidement que tous ceux qui vous ont précédé. Ça vous permet à ce moment-là d'éviter les erreurs de ceux qui vous ont précédé. L'exemple le plus fameux, c'est en République dominicaine. Quand ils sont passés à la téléphonie, bien, c'est avec les satellites. Alors donc, tous les maudits poteaux qu'on a, nous, avec les fils, là, les autres ne connaissent pas ça parce qu'ils ont passé à la téléphonie au moment où la téléphonie avec les satellites était possible. Maintenant, une époque perturbée, oui, c'est l'époque 1963 des premières bombes dans les boîtes à lettres à Westmount et à la Bourse de Montréal. Par ailleurs, c'est 1967 aussi, l'Exposition universelle de Montréal et aussi le discours du général de Gaulle. 1968, la fondation du Parti québécois. C'est aussi le temps des occupations et des agitations dans les cégeps. C'est le temps des manifestations violentes, McGill français, Saint-Léonard, la grève des policiers, une bombe au domicile de Jean Drapeau, le maire de l'époque. 70, bien, je pense que vous le savez dans votre histoire, même si vous ne l'avez pas nécessairement vécu, l'enlèvement de Laporte et de Cross, les événements d'octobre et la répression par la loi des mesures de guerre. Au plan de la culture, à partir d'un frère, hein, vous voyez comment on était lié à la religion, le frère Untel, qui faisait paraître dans le Devoir régulièrement ces insolences qu'on a regroupées à un moment donné dans un livre, qui sont appelées les insolences du frère Untel. Une affirmation d'un peuple qui se voit là vraiment promis à un autre destin que celui qui était le sien jusqu'à maintenant, tenu par l'Église catholique et par un Maurice Duplessis qui avait une main de fer. C'est là où on commence à parler d'une culture québécoise et non pas une culture qui était une pâle copie de la culture française. Alors, c'est le temps des Gaston Miron, de Marcel Dubé, de Michel Tremblay, de Raoul Duguay. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Raoul Duguay. À l'époque, il avait un groupe qui s'appelait l'Infonie, une gang de fous, là, tu sais, qui jouait des instruments de toutes sortes avec en fait, le Raoul Duguay que vous connaissez, multipliez-le par 25, puis c'est à peu près ça, qui était son groupe. Le Grand Cirque Ordinaire aussi, qui était 5 ou 6, et qui ont donné au théâtre une impulsion extraordinaire. Alors, vous retrouvez tous ces gens-là, mais qui ont des cheveux blancs maintenant, là. Par ailleurs, sur ce fond-là, il y a l'État qui se modernisait, mais là, à un rythme effréné. 61, l'Office de la langue française, ministère des Affaires culturelles. 62, nationalisation de l'électricité, avec qui était ministre? Des ressources naturelles, René Lévesque, qui était à ce moment-là au Parti libéral. Société générale de financement, la SGF, qu'on appelle. Par ailleurs, au plan culturel, 2 institutions qui se bâtissent, la Place des Arts à Montréal, que les communistes appelaient la Place des Autres, parce que c'était uniquement pour les riches qu'on disait, la Place des Arts.
Le musée d'art contemporain en 1964. En éducation, la création des COFI. Est-ce que vous savez ce que c'est, les COFI? Oui. Les centres d'orientation et de formation des immigrants. Les États généraux du Canada français en 1967 et 1968, Radio-Québec. Au plan éducatif, c'est aussi un brasse camarade, une modernisation incroyable. 61, on crée la commission parents. Nous y reviendrons tantôt. Très important. Il est où? Ah, voilà. Commission parents qui donne naissance en 63 au ministère de l'Éducation. Imaginez-vous le chemin là, qu'on avait fait du département de l'instruction publique à ministère de l'Éducation. Mais la commission parents, vous allez voir qu'il y avait quand même... la commission parents, c'est Monseigneur Parent qui était le président de la commission. Puis il y avait une sœur là-dedans aussi. Donc, je vais vous dire qu'on avançait, mais en respectant quand même le rythme du Québec. Entre 61 et 64, publication du rapport Parent, les 5 tomes, et ces grandes innovations à ce rapport Parent, c'était de donner à chacun la possibilité de s'instruire, l'égalité des chances. Alors que, comme vous disait Françoise tantôt, ce n'était réservé qu'à une élite, à ceux qui avaient de l'argent, et on n'était pas très enclin à poursuivre les études. Rendre accessibles aussi les études supérieures, préparer l'individu à la vie en société. Alors, on a, à ce moment-là, le rapport Parent a réparti autrement le cours des études. La 7e année a disparu. Le cours élémentaire, c'était de 6 ans. Le cours secondaire, de 5 ans. Tout ça, ça date là, de 1963, 64, 65. Là, tu sais. Une nouvelle, le collégial, 2 ou 3 ans, donc la création des cégeps, c'est du même coup. Et une nouvelle université francophone, et c'est tout un réseau bâti à partir des collèges à Rimouski, à Chicoutimi, plus tard à Hall. Bon, alors c'est une nouvelle, le réseau de l'Université du Québec qui avait 2 vocations, l'éducation des adultes et la formation des maîtres. C'était ça que les universités traditionnelles, Montréal, Laval, Sherbrooke, pratiquaient, mais avec un nombre réduit, et ce n'était pas tout le monde qui y avait accès, tandis que ce réseau-là a permis d'élargir l'accès aux études supérieures. On a créé aussi en 1961 les polyvalentes, sur le modèle américain. Eh oui, Sandra me regarde en disant hey. Voilà, ça peut être, les cégeps viennent de vous le dire. La Direction générale de l'éducation permanente. La formation des maîtres, qui était auparavant, comme disait Françoise, dans les écoles normales tenues par des religieux, a été confiée aux universités. On peut dire que ça n'a pas été nécessairement une bonne décision, mais bon. Alors voilà, la formation des maîtres confiée aux universités. Et à ce moment-là, les professeurs en exercice, surtout les professeurs du secondaire, j'en étais à l'époque, sont retournés à l'université pour compléter leur formation. Et ça a donné peut-être le sentiment qu'ils sortaient comme des universitaires et qu'ils ont enseigné après ça au secondaire comme des universitaires, sans trop s'occuper de l'aspect apprentissage et de l'éducation. L'école obligatoire jusqu'à 16 ans, on avait parlé de 14 ans tantôt, en 1942. Là, en 61-62, c'est l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. L'ajout de la maternelle. La construction de 424 écoles. C'est pas rien, là. Parce qu'avant, on appelait ça les écoles à Duplessis. Vous pouvez les remarquer très facilement, les écoles à Duplessis, c'est du béton. Probablement qu'il y avait un producteur de béton qui était dans la mire de Duplessis. Là. Un premier remaniement des commissions scolaires, vous allez voir après ça qu'il y a beaucoup de remaniements, et les premières émissions scolaires à la télévision. Alors, les passe-partout se préparent pour ça. Et on commence pour l'enseignement nouveau, là, vous allez voir tantôt qu'est-ce que ça va donner, des stages d'entraînement aux méthodes de l'école active. Donc, le rapport parent, avec toute sa pensée,
voulaient s'installer concrètement par la formation. Et il y a 70 commissions scolaires qui ont offert à leurs profs des cours qu'on appelait SEMEA pour stage d'entraînement aux méthodes actives. La parole est à vous, ma chère Françoise. Un petit commentaire. Le frère Intel, les gens qui voulaient développer une pensée divergente, un peu choquante, comme même André Laurando qui a publié parfois anonymement. Or, le frère Intel, c'est pas pour rien qu'il n'a pas donné son nom, puis ça a créé tout un... C'est une pensée très... Il critiquait le système qui était en place. Et les gens se pointaient comme anonymes. Il y a eu beaucoup de femmes anonymes aussi qui écrivaient sous des pseudonymes pour donner leur... C'est intéressant comme société, là, tu sais. Alors, puis ça, c'est ce commentaire. Puis le deuxième, c'est que quand je suis arrivée, moi, dans l'enseignement, en 1960, je suis allée en 62, mais en tous les cas, qu'importe l'histoire de ma vie, là, on était 900 à avoir un bac à la Commission scolaire de Montréal. OK? 900 sur 10 000 à la Commission scolaire de Montréal. Alors, ce que dit Pierre, avec la commission parents, la création de l'UQAM et tout ça, les gens avaient des brevets B, parce qu'il y avait brevet B, brevet C, brevet A, bac, bon. Alors, ces gens-là, on disait dans la commission parents, vous n'avez pas cette formation, allez chercher des diplômes en sciences, en ceci, en cela. Ça a été la course et ça a eu un effet extrêmement pervers parce que ces gens-là ont quitté les écoles, c'est-à-dire qu'ils ne quittaient pas, ils avaient une charge d'enseignement. Hein? Mais le soir, vite, 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 ils s'en allaient à l'UQAM, puis ils s'en allaient prendre un cours de ça pour parfaire leur diplôme. Puis aussi que les conventions collectives avaient été devenues reines et maîtresses, et plus ils étudiaient, plus ils avaient de l'argent aussi. Et puis on leur avait fait croire qu'ils n'étaient pas assez diplômés, ce qui était réel aussi. Mais ce que ça a entraîné, c'est que ça a enlevé de la tâche d'éducation. Les gens se sont pris tout à coup, exactement ce que disait Pierre, au secondaire, ils s'imaginaient prof de maths. On ne s'occupe plus des enfants. Ils ont 12 ans, ils sont grands, ils sont vieux. On n'est plus un éducateur. Ça a été, moi je l'ai vu de mes yeux vus parce que je suis revenue au secondaire et j'ai vu cette mentalité se développer entre 66 et 68. Je suis arrivée en 68 et Cégep était créé, bon, tout ça. À 3h30, ça se vidait, ils s'en allaient tous prendre le métro. Le métro existait à ce moment-là. Puis ils s'en allaient prendre des cours. Mais quand tu prends des cours 2 soirs par semaine, plus le samedi, tu n'es pas à ta tâche, là, hein, d'enseignement. C'était mon lot, moi aussi. À l'époque, j'enseignais au primaire et au secondaire. C'est ça. Et toutes mes fins de semaine et les vacances, je les passais à l'université. Bon, alors on arrive à la période que vous allez aimer ça, là, je vous assure. Là. On arrive avec Colette Noël. On recule un petit peu. 1955, elle a créé sa première école. Colette Noël est une femme vraiment remarquable pour cette époque, puisqu'on vous a décrit très bien comment c'était. C'est la mère, entre autres, en passant, d'André Noël, le journaliste à la presse. Bon. Alors, Colette Noël, elle a 85 ans, 6 ans maintenant, mais elle a les yeux vivants et elle est toujours impliquée dans son milieu et toujours... bon. Alors, Colette Noël va en France, suit des études, ça va en France pour étudier. Dès cette époque-là, c'est quand même remarquable qu'une femme poursuive des études. Elle rencontre évidemment quelqu'un, devient amoureuse, se marie, a un enfant et malheureusement, son mari décède et se retrouve donc seule avec cet enfant. Retourne au Québec avec le jeune bébé ou enceinte, là, ou je ne sais pas trop. Et au Québec, à cette époque-là, donc c'est des années début 50, là, elle ne peut pas travailler, elle a un enfant, elle ne peut pas étudier. Elle a un enfant, on lui dit, bien, faites donc adopter votre enfant, pour vous dire où c'est.
Alors, elle retourne en France et puis décide d'aller poursuivre ses études en ethnographie, histoire, mais bifurque un peu parce qu'elle dit, il va falloir que je travaille et que je m'occupe de cet enfant-là. Je ne veux pas le laisser comme ça. Il n'y avait rien pour les femmes, hein, il n'y avait rien pour les enfants à cette époque-là. Donc, elle est repartie en France, elle fait des études de psycho et tout ça. Prend connaissance à travers ses études d'école montessorienne, d'école pestalozzienne et Freinet. Freinet vient donner un cours et puis là, ben, c'est le coup de foudre entre, d'une école qui pouvait avoir quelque chose. Alors, elle lui dit, oui, mais attention, Monsieur Freinet, j'ai un enfant. Ben, il dit, tant mieux, bravo. Oui, mais il dit, pour aller chez vous faire un stage de 3 mois, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, il dit, vous l'amenez, puis vous l'amènerez en classe. La réaction bien normale. Hein? Alors, elle a fait ça, et elle a fait un stage de 3-4 mois avec son bébé. Et de fait, moi, je suis allée à l'école de Vence, et il y avait un prof qui avait son enfant dans un couffin, et puis elle enseignait là, et puis, tu sais, bon. On a compliqué et simplifié les choses après. Donc, elle est revenue ici, mais là, elle avait toujours cet enfant. Et puis, bon, elle a réussi à se faire accepter par Madame Dalpé, qui était en charge des jardinières d'enfants. Et elle a appris que des gens de Belleuil se cherchaient quelqu'un pour s'occuper des enfants de 5 ans. Donc, elle a acheté une maison et elle a fait venir ses enfants dans sa maison. Une vingtaine d'enfants. Elle a fait des 4-5 ans, là. Et puis, elle a commencé la classe. Misérablement, parce qu'elle ne demandait pas très cher. Elle dit, le chauffage était... on avait à peine de quoi manger parce qu'il fallait quand même chauffer. Et puis, c'était des maisons qui étaient fuyantes, qui le froid rentrait. En tous les cas, ça lui coûtait plus cher de chauffage que... Hein, c'était incroyable. Alors... tranquillement, les gens étaient très heureux de ce qu'elle faisait et elle a converti donc son école tranquillement à la demande des parents en première année, deuxième année, troisième année. Dans le contexte des bulletins, des photos que vous avez vues, parce que je trouve que ça rend bien un peu l'idée que cette femme fasse ce qu'elle faisait, une école mixte, alors qu'il n'y avait pas du tout d'école mixte, une école où les enfants pouvaient bouger, pouvaient aller dehors sans avoir quelqu'un qui les surveille, une école où les enfants allaient apprendre à lire avec une imprimerie, avec des textes libres. Les fautes, c'est pas grave, ils veulent l'apprendre tranquillement. Pas de bulletin avec des notes. Une école où il y aura la coopération, où il y aura, bon, c'était incroyable. Et dans un contexte où les écoles, les commissions scolaires étaient liées à une paroisse, ouais. d'aller chercher les gens de toute la région pour son école, ça aussi. C'est ça. C'est-à-dire, mais c'était une école privée. Voilà, c'était une école privée, les gens payaient et les parents ont pris en charge, ont acheté la maison pour 3 fois rien. On développait ça en école. D'ailleurs, elle existe toujours, cette maison-là, à Belleuil, là, qui a été la première école, dans le fond. Elle a toujours la vocation d'école? Non. Okay. Non, mais elle existe toujours. Et donc, alors, elle a fait... Il y avait, ça a duré pendant 13 ans, hein? Oui, 13 ans. Jusqu'en 1967. 8. 8, pardon. Et elle a eu 180 enfants comme il faut, là. Hein? Alors, cette école a fait des petits, pas des petits, mais en tous les cas, a fait... la commission parents, d'ailleurs, dont on vous a parlé tout à l'heure, est venue la voir, est venue regarder ça. Bon, parallèlement à ça, en 1960-62, Isabelle était en maternelle première. Tu étais en première, hein? Tu as fait ta première? C'est Mme Dalpé qui était là? Oui. OK. Alors, parallèlement à ça, cette dame qui faisait une maternelle chez elle aussi, dans son sous-sol, les parents, et ça c'est vraiment une initiative de parents, ils ont décidé d'aller voir, parce qu'ils avaient entendu parler de l'école de Belleuil, l'école Noël.
Alors, ils sont allés voir ça et ils sont allés trouver une enseignante qui accepterait de venir à l'école Saint-Germain, parce que l'école Nouvelle-Kerme ne s'appelait pas à ce moment-là de Kerme, mais s'appelait Saint-Germain, pour développer tout le cours primaire, suivant des méthodes nouvelles. Alors, elle s'appelait École Saint-Germain, c'est appelé École Nouvelle Saint-Germain, et s'est développée au rythme des années, première, deuxième, troisième, bon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, avec cette approche de Freinet, donc texte lié de mixité. Plan de travail, etc. Denise Godette sera cette personne-là. Alors, c'est deux pôles très importants. Il y en aura trois. Il y en a un autre, il y a un homme qui va se rajouter tout à l'heure. Mais Colette Noël, figure très importante, parce que c'est elle qui a vraiment démarré le bal. Elle a formé Denise Godette. Denise Godette a formé parce qu'elle ne connaissait pas Denise à ce moment-là, Freinet. Mais je dis, comment vous faisiez? Parce qu'on a rencontré aussi Denise. Bien, elle dit, Colette nous réunissait l'été, puis elle dit, elle nous expliquait ce qu'elle avait vu en France, et puis elle nous montrait comment faire. Et ils ont inventé, ils ont expérimenté une approche complètement différente, parce qu'elle-même n'avait pas été formée sur évidemment. Hein. Alors, c'est les premières réunions pédagogiques, les premières... comment tu faisais pour aller chercher du personnel? Elle dit, je mettais une petite annonce dans le devoir, puis j'ai des profs intéressés à une éducation différente. Puis elle dit, je recevais du monde, puis là, ben, c'est intéressant de voir comment ça démarre, tu sais, parce qu'il fallait qu'ils aient un brevet d'enseignement. Alors donc, Denise vient, développe ça. Denise va garder l'esprit de l'école Freinet, c'est-à-dire le conseil de classe, le texte libre, mais va développer aussi, avec des profs autour d'elle, va remettre en question les programmes qui étaient en vogue à ce moment-là. Comment on enseignait l'histoire aux enfants? Comment on enseignait la lecture? Entre autres, c'était la méthode globale qui était très à la mode à ce moment-là. Et il y a eu des recherches avec des universitaires, dont Albert Morph, pour développer une autre approche de lecture, qui sera la discrimination auditive, bien entendre avant d'arriver au mot. Bon, je ne vous décoderai pas tout ça. Alors, méthode de lecture nouvelle. Méthode en mathématiques, travail de mathématiques spéciales avec M. Dienès, la mathématique des ensembles, les cerceaux, bon, ça vous rappelle quelque chose peut-être, oui? Toi, ça te rappelle quelque chose, Jérôme, hein? Ouais. Méthode revue en histoire-géographie avec Roger Tessier, Alfred Dubuc, Roger Potier, un anthropologue, un sociologue et un historien, Alfred Dubuc, économiste et historien. Ils ont dit, on va revoir l'histoire et la géographie parce qu'ils partaient des Indiens, là, ils partaient de je ne sais pas quoi, les méchants. Et ils ont refait avec du travail absolument génial des méthodes. Et ça a donné lieu d'ailleurs au nouveau programme en histoire-géographie qui a eu lieu en 70-80 pour toutes les écoles du Québec. Alors, innovation, innovation, innovation. Autre innovation absolument incroyable, c'est que ces femmes-là, entre autres Denise, de façon très affirmée, elle m'a raconté des choses absolument incroyables, c'est que pas question d'avoir l'enseignement religieux. L'enseignement religieux ne sera pas obligatoire. Les parents choisiront, s'ils le veulent, l'enseignement religieux qui sera offert à l'école, mais les autres continueront leur classe. Ce qui a eu lieu dans ces années-là, elle a été convoquée par le cardinal Léger à ce moment-là. Ils ont formé un groupe de parents pour la défense de cette position-là. Et le cardinal Léger, il n'est pas question, vous allez enseigner. Elle dit, vous marcherez sur le corps, mais il n'y aura pas d'enseignement religieux obligatoire. Il faut le faire, hein, ça. Ça a l'air de rien, là. Mais c'était aller contre
non seulement par ce qui se passait, mais aussi dans ce qu'il y avait de plus profond, qui était l'enseignement religieux qui prenait 3/4 du temps. Et elle a réussi à tenir parce qu'elle avait ces gens-là. D'abord, on avait des gens aussi pour l'enseignement laïque, des parents, Jacques Godbout, etc. Alors, c'est sûr que... Mais voyez l'importance des parents dans la décision, dans l'orientation même de l'école. Les parents ont aidé Denise à affirmer et garder sa position. On le verra tout au long, d'ailleurs, un peu de l'histoire. Alors, donc, cette école, l'école Noël va demeurer privée. Elle voudra s'associer à la commission scolaire de Belleuil en 1968. La commission scolaire va lui refuser. Non, 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 on ne peut pas prendre des enfants de Saint-Bruno, de McMasterville, etc., etc. C'est des enfants qui viennent de partout. Nous, on est attachés à ça. Non, 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 on ne veut rien savoir. Elle a mis la clé sous la porte en 1968. Elle a fermé l'école. Après, elle est allée à l'université et travailler pour former les profs avec une orientation très... le journal, très socialisante, d'ailleurs, était un peu le journal de la maîtresse d'école. La maîtresse d'école, ça ne vous dit rien, ça, mais elle a créé ça. Bon. Ils s'occupaient davantage des écoles en milieu défavorisé. C'était leur orientation. Et d'ailleurs, a été la préoccupation et de Colette et de Denise. On ne restera pas école privée parce que l'école bénéficie à ce moment-là qu'aux gens qui ont de l'argent. On veut devenir public. Et c'était dans la logique de Freinet aussi. Freinet, c'est un communiste, hein? Puis lui, il contre le pouvoir établi. Alors donc, ces deux femmes-là, Colette, l'école ferme, et Denise, elle, va essayer d'entrer au public, de faire entrer cette école qu'elle avait développée avec les parents, avec tout ça, au public. Ça a été, elle est allée voir l'Université de Montréal, elle est allée un peu partout. Bon, et puis avec Guy Rocher, qui était à ce moment-là le commissaire d'école, ils ont décidé d'accepter, parce que la commission scolaire d'Outremont aussi les acceptait. Alors, ils deviendront une école publique avec des ententes que les enfants qui ont toutes les familles qui ont des fratries vont pouvoir poursuivre leur école à Kermes, indépendamment du territoire, hein, parce que c'était paroisse, là, que cette école s'adressera à tout le territoire et non pas à un territoire. Innovation. Hein. Maintenant, mais c'est les écoles alternatives qui ont amené ça. Choix de l'enseignement religieux. On a eu un procès, nous, en 81-82. On a eu un procès, on a été 8 jours en cours, parce que pour démontrer que notre école pouvait agir comme elle agissait dans l'enseignement religieux. Ce procès-là n'a pas été fait par des parents de l'école, par des parents d'une autre école, et je pointe par là-bas. Mais on a vraiment été en cours, hein, une semaine de temps pour prouver ça. Alors, vous imaginez les tabous qu'ils ont été obligés de pousser à ce moment-là. Des bulletins sans notes, est-ce possible? Pas de notes, t'en avais pas de notes, toi? Pardon? C'est ça, c'est ça. Alors, pas de notes. À cette époque-là, pas de notes. Même encore, ça fait frémir tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des A, B, C, puis qu'on ne suive pas les trucs. Bon. Plusieurs écoles doivent se battre annuellement. Oui, oui, c'est ça. C'est même pas un privilège. Exactement. Mais il faut se battre, il faut se battre. Ces gens-là se sont battus depuis cette époque-là. Et à Kermes, il n'y a eu aucun examen avant la fin de l'élémentaire. Et on s'est battu plusieurs fois. J'y étais avec des parents, 300 parents. Allez, commission scolaire, non, on ne fera pas ça. Oui, non, pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Entre parenthèses, en Finlande, pas d'examen avant le 11 ans, 12 ans. Pas d'examen formel avec des notes.
Alors, ça a été institué depuis l'an 70 là-bas. Je ne sais pas ce qu'on a à penser que c'est épouvantable. Là, tu sais. Non, en tous les cas, ça a été, ces écoles-là, une pédagogie, bien sûr, ouverte, de discussion, de respect de l'enfant, de tout ça.